Merci beaucoup Héloïse. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Valentin Hubert. Je travaille chez Numéum. Alors, Numéum, ça vous dit rien certainement. Numéum, en fait, c'est un syndicat professionnel, un syndicat patronal. Et on réunit les sociétés du numérique dans deux grandes familles de métiers. La première, tout ce qui est plutôt entreprise de services. Donc, on va retrouver les ESN, entreprises de services du numérique que vous connaissez certainement, hein, les Capgemini, Atos, Soprasteria, Co. Et également les entreprises d'ingénierie conseil en technologie qui, elles, font plutôt de la R&D externalisée pour les industriels. Donc, vous allez retrouver des sociétés comme Altran, Alten, Aka, Segula, etc. On a également tout un pan plutôt entreprise du soft. Donc là, on va retrouver les éditeurs de logiciels. Je ne vous les cite pas, vous les connaissez tous. Et puis également quelques plateformes. Voilà. Et en fait, on a fusionné avec un autre syndicat au mois de juin. C'est pour ça que là où avant on s'appelait Syntec Numérique et Tech in France, on ne fait aujourd'hui plus qu'un. Et on s'appelle Numéum depuis le 18 juin. Alors, le déroulé, je vais essayer de ne pas être trop soporifique pour vous expliquer, enfin essayer de voir avec vous quelle est la place du numérique dans l'industrie du futur. L'industrie du futur, c'est un concept assez franco-français. On va y revenir, donc je vais essayer de voir un petit peu de quoi on parle en prenant quelques définitions. Et puis ensuite, faire des zooms à la fois sur ce que c'est que l'industrie du futur, quels sont les enjeux, et puis qu'est-ce que cela implique en termes de transformation. Mettre en parallèle la dynamique du numérique pour voir justement comment est-ce que ces deux mouvements, à un moment, se rejoignent, puisque c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui, hein, en quoi justement le numérique et l'industrie du futur sont liés. Et puis ensuite, on verra quels sont les enjeux pour les entreprises industrielles que ceux de cette transformation numérique d'une part, et puis voir concrètement comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre en cours de route. Même si les gens à distance ne nous entendront pas, je reprendrai la question pour que tout le monde ait bien en tête ce que vous me demandez. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'industrie du futur ? Industrie du futur, c'est un thème, je pense, que vous avez déjà entendu pendant votre formation ou pendant des salons que vous aurez pu visiter. On parle aussi souvent d'industrie 4.0. On peut parler également de smart manufacturing, hein, ça dépend de quel côté du Rhin ou de la Manche on se positionne. Industrie 4.0, c'est plutôt un terme allemand, smart manufacturing plutôt anglais ou américain. On peut aussi parler d'advanced manufacturing. Parfois, on se focalise sur l'unité de production, donc du coup, on va parler d'usine du futur. On peut décliner à l'envi toutes ces appellations, usine 4.0, usine connectée, usine intelligente, factory 4.0. Donc moi, je vous avouerai, quand on m'a dit, Valentin, en 2018, tu vas t'occuper de l'industrie du futur, j'étais un petit peu perdu. Je me suis retrouvé comme notre ami, là, je ne sais pas si vous reconnaissez le film, où en fait, je ne comprenais pas vraiment de quoi on me parlait. Donc j'ai creusé un petit peu le sujet. Et puis, comment dire, la première explication qu'on a pu me donner, qu'on vous a certainement également déjà présenté, c'est les fameuses révolutions industrielles. Aujourd'hui, on est sur la quatrième révolution industrielle. Les trois premières, vous les connaissez, hein, à chaque fois, c'est via l'introduction d'une nouvelle technologie, essentiellement d'ailleurs tournée autour de l'énergie, pardon. Puisque donc au XVIIIe siècle, on avait la première révolution industrielle qui a permis la mécanisation de tous les process de production, process agricoles également, grâce à la machine à vapeur. Au XIXe siècle, hein, là, on est passé plutôt sur des énergies qu'on connaît mieux maintenant, hein, électricité, pétrole, ce qui a permis de démultiplier en fait les capacités de production. C'est le fameux grand bond en avant industriel. Dans les années 70, donc deuxième partie du XXe siècle, là on est passé sur des technologies un petit peu plus numériques, alors on était encore très très informatique, liées encore une fois à une source de production plutôt nucléaire, mais qui permettait d'avoir une énergie abondante, bon marché, et pour pouvoir nourrir justement tous ces composants informatiques. Et donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase qu'on appelle donc la quatrième révolution industrielle. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Nous, on va le retenir, hein, par facilité. Et donc du coup, c'est là où on va voir tout l'impact en fait des nouvelles technologies que vous connaissez, l'Internet des objets, donc tout ce qui est IoT, système embarqué, intelligence artificielle, cloud, big data. Je ne développe pas puisqu'on y reviendra un tout petit peu après. Alors les piliers de l'industrie du futur. Généralement, on estime qu'ils sont au nombre de 5. Est-ce que vous pourriez m'en citer comme ça de tête un ou deux? Qu'est-ce qui, d'après vous, fait qu'on peut qualifier une industrie de industrie du futur?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Oui, mademoiselle. Éco-responsable, bravo, parce que généralement, ce n'est pas la première qu'on nous dit. Tu as fait une autre idée, une autre proposition, monsieur? Pardon? Elle est suffisante. D'accord. Oui. Elle prend en compte l'opérateur, la place de l'humain. Oui. Connecté, très bien. Optimisation des process, parfait. Bon, on a à peu près fait le tour, bravo. Puisque donc voilà, petite piqûre de rappel. Le premier qu'on pense exactement, c'est le dernier hein, qu'on a cité généralement, c'est l'optimisation de l'outil de production. On y reviendra, mais en fait, l'industrie du futur, donc terme plutôt franco-français, quand nos amis allemands, encore une fois, parlent plutôt d'industrie 4.0 et d'autres de smart manufacturing, on est sur une des briques de l'industrie du futur, c'est effectivement la fabrication et donc l'optimisation des processus de fabrication de biens industriels. L'autre, c'est le premier qui a été cité, donc c'est réduire sa consommation de ressources. Alors ressources, ça peut être matières premières, ça peut être également ressources énergétiques. Donc faire en sorte que l'industrie soit plus éco-responsable. L'exploration de nouveaux horizons. Alors ça, c'est pas forcément évident dit comme ça. Là, on va aborder plutôt l'aspect commercialisation, définition des offres d'une part et commercialisation ensuite, puisque avant les industriels, donc ils produisaient leurs produits et puis ils les mettaient dans des circuits de distribution. Et puis on avait des gens soit qui utilisaient leur production pour eux-mêmes produire des produits assemblés, soit ils passaient par des grossistes, des distributeurs, etc. Aujourd'hui, avec la force d'Internet, chaque industriel est capable de se rendre visible aux yeux du monde entier et donc du coup de démultiplier son marché, son champ d'investigation et les clients potentiels avec lesquels il va travailler. Donc ça, on l'oublie souvent, mais en fait, cette partie justement distribution et commercialisation est extrêmement importante dans la thématique industrie du futur. Un autre élément également qui est central dans le concept d'industrie du futur, c'est ce qui est lié au business model. Donc comment est-ce que lorsque je suis un industriel et que je me transforme grâce notamment aux outils du numérique, mais pas que, comment est-ce que j'arrive à créer de la valeur autrement puisqu'en fait aujourd'hui la fabrication, hein, c'est pas pour rien que la Chine est devenue il y a quelques années l'usine du monde, même si elle est en train de décliner en part relative un tout petit peu, c'est parce que justement il n'y avait pas beaucoup de valeur ajoutée dans le fait de produire ou d'assembler un certain nombre de composants et que donc du coup on cherchait la compétitivité coût à tout prix et donc on allait dans des pays où la main-d'œuvre était moins chère. Aujourd'hui, pour lutter contre ça, en fait, on ne peut pas lutter contre les prix, contre le fait de payer des personnes 1 euro au lieu de 100, puisqu'il y a un cadre légal, réglementaire qui fait que voilà, on est contraint sur ces aspects-là. Donc, on est obligé d'imaginer de nouvelles manières de créer de la valeur pour pouvoir rester compétitif et se démarquer des autres industriels. Et alors ça a été cité, bravo, puisque c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais l'industrie du futur a vraiment cette vocation également, c'est de remettre l'humain au cœur des processus et au cœur de l'usine. L'usine, c'est souvent vécu comme quelque chose de sale, de fastidieux, de répétitif, voire de dangereux, puisqu'il y avait encore, il y a pas si longtemps, quelques accidents sur les chaînes de production. Là, l'idée, c'est de remettre l'opérateur, de remettre les collaborateurs de l'industrie au centre pour justement les accompagner, les aider à se développer et essayer de lutter autant que faire se peut contre tout ce qui est, on va dire, tâches ingrates, répétitives et potentiellement dangereuses pour la santé. Donc l'industrie du futur, il y a plein de définitions. Vous tapez industrie du futur sur Google, vous avez 3 pages de résultats. Donc j'ai été obligé d'en choisir quelques-unes. Je vous laisse en prendre connaissance. J'ai choisi ces deux-là, pourquoi? Parce que justement, elles arrivent à montrer que l'industrie du futur ne se concentre pas, encore une fois, uniquement sur les aspects de fabrication, mais va bien au-delà et permet surtout d'intégrer toute la chaîne de valeur. Donc là, on introduit une nouvelle notion, c'est qu'aujourd'hui, l'industriel, il ne travaille plus en vase clos, il ne travaille plus tout seul dans son coin avec ses fournisseurs d'un côté et ses distributeurs de l'autre. Il va vraiment être connecté à son écosystème, qu'il soit local ou beaucoup plus large. Et donc, du coup, il y a des échanges d'informations, des flux de data entre lui et ses partenaires qui vont être extrêmement importants, sur lesquels, justement, on va pouvoir capitaliser pour créer de la valeur grâce au numérique.
Et comme on le disait tout à l'heure, alors là, c'est la Fabrique de l'Industrie, c'est un think tank qui fait pas mal de productions d'ailleurs. Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous regardez, mais ils ont beaucoup de petits livrets qui sont en libre accès. Je vous invite vraiment à les regarder, puisque c'est souvent bien fait et très intéressant. Où là, voilà, on assiste encore une fois sur le rôle de l'humain et le rôle de l'organisation. Donc comment est-ce que tout ça se met en place? Donc, si on essaie de se résumer, l'industrie du futur, c'est ni plus ni moins qu'une démarche de transformation numérique appliquée à l'industrie. Et comme le disait notre ami Ludovic Cinquin, Octo Technologies, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grosse boîte du numérique, qui nous explique au final que la transformation numérique, c'est ni plus ni moins le fait d'utiliser toutes les capacités offertes par l'interconnectivité et le fait que Internet permet de mettre en relation tous les acteurs, y compris ceux de l'industrie, qui étaient peut-être un peu les plus éloignés à l'origine de cette dynamique-là. Si on se focalise maintenant sur le numérique, donc je crois qu'il y a des étudiants ici en informatique, donc ça c'est des choses à mon avis que vous connaîtrez parfaitement, mais je pense que c'est intéressant quand même de revenir un petit peu sur l'évolution, puisque l'informatique c'est assez jeune, hein, c'est un secteur qui s'est développé depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, peut-être un petit peu plus même. Et donc au départ, on était vraiment parti sur des outils informatiques qui pouvaient aider essentiellement les entreprises, alors là qu'elles soient industrielles ou pas, hein, l'idée c'était de accompagner les gestionnaires d'entreprises sur tout ce qui était justement aspect gestion, mais également les bureaux d'études, les sociétés d'ingénierie sur tout ce qui était conception et production. Donc là, on est vraiment dans le monde de l'informatique tel qu'il a été diffusé en B2B à l'époque, où on était sur des outils plutôt orientés à usage interne de l'entreprise pour essayer de développer leur productivité, leur réactivité et faire en sorte que les bons de commande soient remplis de manière informatique et plus à la main, etc., etc. Vous connaissez ça par cœur. Ensuite, on a franchi une étape, c'est qu'on s'est dit, OK, ces outils informatiques, ils sont très utiles, ils permettent de gagner du temps, ils permettent d'automatiser aussi un certain nombre de tâches, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour faire autre chose que uniquement gérer les tâches au quotidien, uniquement être sur de la gestion pure et dure? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser toutes ces informations-là pour appuyer nos prises de décision, essayer de se projeter un petit peu pour voir comment est-ce que on peut, comment dire, baser nos décisions sur des volumes d'informations qui soient beaucoup plus larges. Et donc, c'est toujours un outil interne, mais qui permet en fait de prendre un petit peu de recul par rapport à la gestion quotidienne, de mettre en perspective tout ça et d'aider à la décision, voire de donner un certain nombre d'orientations, de dynamiques qui ne seraient pas forcément visibles à l'œil nu, entre guillemets, mais que justement l'outil informatique permet de visualiser et de théoriser, ou en tout cas de rendre visible par des graphes ou autres modalités de data visualisation. Donc là, on n'est plus uniquement sur comment est-ce qu'on fait en sorte de travailler plus vite et d'être plus réactif. On est vraiment sur comment est-ce que je peux doper ma compétitivité, comment je peux faire en sorte d'être plus efficace en optimisant mes processus, qu'ils soient de gestion ou de fabrication. Donc là, on était encore une fois au niveau informatique vraiment tourné sur des outils pour accompagner les processus internes. On a depuis quelques temps maintenant, alors ça fait depuis les années 2000, hein, ça fait une vingtaine d'années, on a passé un step supplémentaire, et donc là aujourd'hui on s'est dit, mais ce numérique qui nous aide pour gérer notre entreprise, pour gérer également les chaînes de fabrication, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ces technologies-là aux produits eux-mêmes? Et donc c'est là où les produits et les procédés vont intégrer des fonctions numériques pour justement être enrichis et faire en sorte que ce ne soit plus seulement des produits, mais ce soit plutôt des vecteurs, des porteurs d'offres, du fait notamment des données qu'ils vont produire. Classiquement, sur une chaîne de production, ça permet de mesurer les taux de vibration, la chaleur, la pression, etc. Donc c'est tout ce qui est IoT dont on parlait tout à l'heure. Ça permet également, encore une fois, d'optimiser, d'augmenter la valeur ajoutée qui est portée par les produits, notamment via des nouveaux usages qui vont être possibles. Il y a plein d'exemples dans l'automobile, l'aéronautique ou autre. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir attaquer
de nouveaux marchés via de la valeur ajoutée supplémentaire, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on a perdu en compétitivité par rapport aux pays en bas coût, donc il fallait trouver d'autres moyens de rebondir. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Et pour faire écho un petit peu à la 4e révolution industrielle dont on parlait tout à l'heure, certains disent qu'on rentre dans l'ère de l'économie quaternaire, c'est-à-dire l'économie de la data. Comment est-ce qu'on crée de la valeur avec les données? Vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions ou si ce n'est pas très clair. Alors cette slide-là, je vous l'ai mise. Normalement, elle est réservée à nos adhérents, mais on est entre nous, donc ce n'est pas grave. C'est simplement pour vous montrer le poids des différents marchés dans on va dire le marché de l'IT, le marché du numérique en général en France. On aurait pu le faire pour le monde, mais c'est déjà significatif en France, même si on a une industrie qui a quand même pas mal régressé depuis une trentaine d'années. On se rend compte que l'industrie, c'est quand même toujours le premier secteur client et de loin des entreprises du numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les industriels dépensent énormément d'argent, investissent beaucoup dans le numérique, que ce soit au niveau des infrastructures, mais également de l'intégration de briques technologiques numériques dans leur production. Et donc, on arrive à une part de marché qui est quand même pas loin de 30%. Donc, encore une fois, c'est beaucoup. Donc là, vous avez les variations hein, entre 2019-2020 et puis 2020-2021. Forcément, la crise de la Covid est passée par là. Tous les secteurs ont été touchés, sauf peut-être les utilities. Utilities, c'est tout ce qui est réseau d'énergie, eau, etc. Et là, forcément, même si on était confiné, on avait toujours besoin de boire, de laver, de manger, de s'éclairer, etc., etc. Donc, vous voyez que l'industrie et le numérique, en fait, c'est une belle histoire de l'amour puisque les deux secteurs sont intrinsèquement liés. Ça, je vous l'ai mis rapidement, je ne vais pas trop le détailler, ce slide-là, puisqu'il est assez dense. C'est simplement pour vous montrer, en fait, quelles sont les technologies numériques aujourd'hui qui sont les principaux drivers du marché. Donc, c'est intéressant quand même, puisque ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est cloud occupe la première place. Et en fait, ce n'est pas étonnant, puisque avec la pandémie et le fait qu'on ne pouvait plus travailler sur les sites qui soient industriels ou d'autres entreprises, en fait, on a dû déporter tout ça dans le nuage, les logiciels et puis tous ces outils de gestion. Et là où avant, on avait des serveurs en interne de l'entreprise, maintenant, tout ça s'est passé dans le cloud, ce qui permettait en fait notamment de pouvoir travailler à distance et en mobilité. Le télétravail s'est fortement développé depuis 1 an et demi. De la même manière, ce qu'on peut voir, c'est que tout ce qui est digital transformation, forcément, ça a explosé aussi, puisque les entreprises les plus résilientes pendant la pandémie, c'est celles qui ont été les plus connectées. Donc là, c'était une petite piqûre de rappel quand même pour les industriels, parce qu'autant les grandes entreprises industrielles, elles savaient déjà, elles sont déjà assez en avance sur leur transformation numérique, autant les entreprises plus petites, je pense aux ETI ou encore pire aux PMI qui, elles, travaillent, donc sont des petites unités, hein, c'est des entreprises de 50, 100, 200 personnes très territorialisées. Eux, ils n'avaient pas forcément engagé cette démarche de transformation digitale, sauf que là, voilà, elles ont été contraintes, entre guillemets, d'accélérer sur ce point-là. Et nous, on le voit au niveau de la Fédération Numéum, c'est que voilà, c'est un secteur qui commence à grossir avec des taux de croissance plutôt significatifs. De la même manière, l'IoT, donc tout ce qui est objet connecté, a énormément progressé durant ces derniers mois et presque années, puisque si on prend encore une fois l'exemple de l'industrie, on va se rendre compte qu'un parc machine, vous savez, ça coûte très cher. Quand on a une machine qui fonctionne bien, qui tourne bien, on n'a pas forcément envie de la changer, puisque encore une fois, c'est des investissements extrêmement lourds. Sauf que si on veut moderniser son outil de production, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir monitorer un certain nombre de process de fabrication, plutôt que de changer de machine, on peut beaucoup plus facilement la barder de capteurs, mettre tout ça en réseau via de la connectique. Alors ça peut être du filaire, ça peut être de la 5G, ça peut être tout ce qu'on veut, pour faire en sorte que la donnée captée sur les chaînes de production remonte en fait dans le système d'information de l'entreprise pour permettre encore une fois une optimisation des différents processus. Je passe rapidement sur le big data. Vous serez douté que plus on multiplie les capteurs, plus forcément la data disponible est importante. Donc tout ce qui est usage, collecte et surtout usage de la data, forcément, ça a fait un bond particulièrement important, à plus 23%. Et puis donc la sécurité, forcément, ça c'est le pendant de tout ça, puisqu'à partir du moment où on développe la connectivité de son entreprise, de son appareil de production, on multiplie les portes d'accès à des personnes malveillantes potentielles. Et donc du coup, toutes les notions de cybersécurité, forcément, reviennent sur le devant de la scène, même si au niveau français, on est assez peu mature en termes de culture cyber. Ça va jusqu'ici ?
Alors, les enjeux pour les industriels, il est assez simple, hein. Vous voyez la courbe qui est là. La production, donc là, la base 100, elle est en 2015. On aurait pu la reprendre bien avant. On aurait vu déjà qu'on était en décroissance forte, c'est-à-dire que la production industrielle, depuis 30 ans, encore une fois, a drastiquement chuté de manière globale et en pourcentage de production de la richesse nationale. Donc en pourcentage du PIB, l'industrie, depuis 30 ans, n'arrête pas de chuter dans notre pays. Et puis, il y a eu la grosse claque, hein, de 2020, mars 2020, où là, tout s'est arrêté. L'industrie, comme tous les autres secteurs, a été particulièrement impactée. Et on voit bien le trou monumental, même si celui-ci, encore une fois, j'aurais dû prendre un graphique qui allait jusqu'en 2000, puisqu'en fait, le trou de 2008, on s'en rend pas compte, mais il était encore plus important. En tout cas, pour les industries de matériel de transport, tout ce qui est automobile, aviation, forcément. Et donc, du coup, l'enjeu, vous l'avez compris, c'est de faire en sorte que ces courbes repassent donc, la base 100 qu'on a fixée en 2015 et retrouver le niveau de production qui permet de créer de la richesse en France. On parle beaucoup aussi en ce moment de souveraineté industrielle. Beaucoup de production étant partie, certaines ne vont pas revenir. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'appuyer justement sur le numérique pour faire en sorte de redevenir compétitif sur un certain nombre de secteurs industriels et de faire en sorte que ces courbes-là remontent pour pouvoir relocaliser des productions industrielles sur le territoire. Donc en fait, la transition numérique pour les industriels, c'est assez simple, hein. Et là, ils en sont vraiment pris conscience avec la crise de la Covid-19, c'est qu'ils étaient obligés de s'adapter. Parce qu'en fait, le monde tel qu'on le connaissait n'existe plus. On s'est retrouvé du jour au lendemain, encore une fois, à gérer des problématiques qu'on ne pouvait absolument pas imaginer. Le monde qui s'arrête, les pays les uns après les autres, c'est une première quand même dans l'histoire. Donc soit on est obligé de s'adapter. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, puisque à partir du moment où on est obligé de changer, déjà qu'on a envie de changer, c'est pas évident, mais quand en plus on est obligé de changer, c'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Donc les gens qui, au début du XXIe siècle, en 2000-2001, se disaient bon, Internet, c'est juste une mode, on va attendre que ça passe, et puis surtout, on ne change rien. Déjà, dans les années 2010, ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément la bonne option. Et puis alors là, depuis 2020, ils ont carrément compris que c'était suicidaire. Et d'ailleurs, les clients, qu'ils soient B2B ou B2C, une entreprise industrielle aujourd'hui qui ne rentrerait pas dans l'écosystème et qui ne permettrait pas de travailler justement en étroite collaboration parce que interconnecté, forcément, ça ne marchera pas. Donc c'est ce qu'on disait. En fait, ça, c'est des verbatims qu'on a repris de la part de clients industriels de sociétés adhérentes chez nous. On parlait des modèles économiques tout à l'heure. L'idée, c'est de se dire que, en fait, il y a une vraie rupture aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de produits qui portaient des usages. Aujourd'hui, un produit, il est plus fabriqué pour lui-même. Autant auparavant, voilà, on avait une fabrication, on produisait un certain nombre de pièces, d'éléments, de matériel, et puis on les vendait tels quels. Aujourd'hui, ça suffit plus. Aujourd'hui, on a besoin en fait de proposer de la valeur ajoutée par rapport à ces produits pour, encore une fois, pouvoir se différencier et créer de la valeur. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la servisation. Clac. Donc, c'est comment est-ce que j'augmente la valeur de ma production en y intégrant un certain nombre de services dématérialisés. Je vous laisse prendre connaissance du reste, sachant que on a beaucoup parlé de données, on va y revenir aussi. Un moyen bien connu de créer de la valeur, typiquement, c'est d'exploiter les données. Vous connaissez tous Google, hein, vous savez, Google, ils font de l'argent comment? En exploitant les données que vous laissez sur leur site, en utilisant leurs services, qu'ils revendent ensuite à travers leur régie pub notamment, de référencement de SEO, etc. Et donc, ils arrivent à créer de la valeur à partir des données que vous leur fournissez. Et en fait, dans l'industrie, on va retrouver à peu près les mêmes mécanismes. Alors cette slide, simplement, je voulais vous la montrer, puisque quand on parle de numérisation, de transformation numérique de l'industrie, elle n'est pas égale, elle n'est pas générale. Vous le savez, il y a plusieurs secteurs industriels. Donc là, je ne les ai pas tous repris, mais c'est une étude qu'on avait fait au niveau de l'Observatoire des métiers de notre branche, qui permettait, en fait, qui proposait de classer les industries en quatre grands domaines. Donc vraiment les industries, on va dire, de base, qui sont les industries d'extraction et de première transformation, où là, on va retrouver tout ce qui est mine, métallurgie, etc. Donc ils ont des défis particuliers qui sont de justement passer de la vente de produits de commodité à des produits de spécialité à valeur ajoutée. Ça peut être des matériaux, des aciers intelligents, par exemple.
Sur tout ce qui est industrie de process, donc là, on va cibler plutôt la chimie, la pharmaceutique, l'agroalimentaire. Eux, ils ont un autre type de défi. Ils sont plutôt sur comment est-ce que, en tant qu'industriel, je dois être le plus transparent possible et faire en sorte que mes produits soient traçables, gage de qualité, et donc du coup rassurer le consommateur, par exemple, sur leur provenance. C'est surtout vrai dans l'agroalimentaire, c'est vrai aussi dans la chimie et la pharmaceutique. Le troisième point industriel, alors je vais passer sur le dernier, je reviendrai sur le troisième ensuite, c'est tout ce qui est bien d'équipement. Donc là, on est plutôt des industriels qui travaillent pour d'autres industriels, des industriels qui vont construire des machines, des robots, etc., etc. Et donc là, on est vraiment sur le terrain de la différenciation, c'est-à-dire comment est-ce qu'à travers l'innovation, moi, en tant qu'industriel, je vais pouvoir continuer à vendre des robots qui, certes, sont plus chers, que mes concurrents, par exemple chinois, taïwanais, pardon, coréens ou autres, et ben, en fait, c'est en rajoutant encore une fois de la valeur via des fonctionnalités qui n'existent pas chez mes concurrents. Et puis le troisième, donc, et qui est le dernier ensemble, on va dire, industriel, qui est celui en fait auquel on est tous confrontés au quotidien, c'est tout ce qui est bien de consommation. Donc là, on va retrouver tout ce qui est smartphone, équipement. Alors la voiture, on l'a mis là, on aurait pu le mettre en bien d'équipement comme l'aéronautique et le ferroviaire, mais on l'a mis là puisqu'en fait aujourd'hui, l'automobile a vécu une vraie transformation et aujourd'hui, il n'y a pas de voiture qui se ressemble tellement il y a d'options accessibles. Alors, la transformation numérique de l'industrie, je regarde, il faut que je me dépêche. Clairement, c'est opérer une transformation. Donc là, je vous ai repris au départ, j'étais parti sur le cycle en V que vous connaissez tous. Ça, c'est une autre courbe, alors on appelle ça la courbe du sourire, c'est mignon, où en fait, on va regarder tout au long de la chaîne de valeur où est-ce que se positionne davantage la valeur ajoutée. Et en fait, on voit bien que tout ce qui est production et logistique amont ou aval, c'est là en fait où réside le moins de valeur ajoutée, puisque c'est là où on va fabriquer des composants de base, où on va assembler différents composants pour arriver à un produit fini. Mais c'est des opérations au final qu'on peut automatiser, qu'on peut accélérer, optimiser, et c'est pas là qu'on va créer de la valeur. Là où on va créer de la valeur, c'est sur les phases amont et aval, donc plutôt les phases R&D et les phases service. Et donc ça d'ailleurs, vous le voyez bien, vous avez peut-être comme moi un téléphone, alors il y a plusieurs marques, mais si vous avez celle à la pomme, je vous invite à regarder ce qu'il y a marqué derrière. C'est designé en Californie et produit en Chine ou je ne sais plus où. Donc ça veut bien dire qu'en fait, les Américains, ils ne sont pas idiots. Ils ont gardé les slots où il y a le plus de valeur ajoutée, donc la R&D, ainsi que ceux où on va pouvoir produire le plus de valeur avec les data, donc tout ce qui est lié au service et marketing. Et donc ils ont focalisé là-dessus et ils ont délocalisé la partie qui porte le moins de valeur ajoutée, la partie production. Donc là, du coup, on revient bien sur le principe d'industrie du futur, où on voit bien que l'industrie du futur, c'est pas juste l'industrie 4.0 où on va travailler à la production, c'est vraiment intégrer toute la chaîne de valeur, tout le cycle de vie du produit, pour faire en sorte de pouvoir optimiser chaque brique, et donc du coup optimiser son profit global. Ça va jusque-là? Et on voit bien d'ailleurs, c'est la petite mention que vous avez ici, là où avant cette courbe était assez flat, et elle a tendance à se creuser, c'est pour ça qu'on appelle ça la courbe du sourire, et il y a fort à parier que les années avançant, cette courbe va encore plus se creuser pour toujours plus de valeur au niveau de la phase de conception, puisque c'est là où on va déterminer son offre en fonction des besoins du marché, mais également ensuite comment faire en sorte de garder un contact avec l'utilisateur final. Aujourd'hui, l'industriel, il peut être en contact directement avec vous. Votre téléphone, encore une fois, si je reviens sur votre smartphone, au départ, le fabricant, il le fabriquait, il le mettait dans le réseau de distribution, puis après, il n'avait plus de contact, il n'avait pas de vue sur la vie de son produit. Aujourd'hui, les datas qui sont collectionnées par votre smartphone, il peut avoir une vie dessus. Et donc, du coup, il peut récupérer pour faire du rétro-engineering, pour se dire, tiens, moi, j'ai mis plein de fonctionnalités dans mon téléphone, en fait, il y en a plein qui ne servent pas du tout. Du coup, je vais les enlever, comme ça me permettra d'avoir un produit plus light et surtout moins cher. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, les axes stratégiques, celle-ci, je vous rassure, c'est la slide la plus indigeste. Après, le reste, ça ira mieux. Mais en gros, l'idée, c'était, je l'ai piqué à un de mes délégués régionaux qui est en Grand Est, qui travaille pour un éditeur de logiciel qui s'appelle Vivalto. Je le cite parce que du coup, c'est son travail. Mais elle est assez bien faite puisque du coup, elle reprend les grands axes qu'on a vus tout à l'heure d'optimisation, encore une fois, de l'industrie,
en travaillant sur 4 gros pavés. Donc l'efficience opérationnelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment faire en sorte de fabriquer mieux, plus vite, avec moins de déchets, etc. etc. Donc là, du coup, on va mobiliser des technos numériques comme le cloud. Le travail en mobilité, c'est toutes les tablettes qui vont équiper les opérateurs. Les machines et les objets connectés, bien sûr, on en a parlé. Comment faire en sorte que les machines soient en réseau les unes avec les autres au sein de l'îlot de production ou plus largement au sein de l'usine, voire au sein des différents sites de production d'une multinationale qui serait sur plusieurs territoires, etc., etc. Comment faire en sorte aussi que par la simulation, on gagne du temps au niveau de la conception des tests et validations. Donc là, on va retrouver donc, tout ce qui est technologie industrielle, qu'on appelle l'OT, mais également les technologies numériques. Alors ça, c'est un vrai sujet qui nous occupe d'ailleurs en ce moment. L'IT, pour essayer de caricaturer un petit peu, les experts en numérique me pardonneront, l'IT, c'est plutôt orienté tout ce qui est système d'information lié à l'entreprise elle-même. L'OT, c'est tout ce qui est système d'information lié à l'appareil de production. Sauf qu'aujourd'hui, les deux, il n'y a pas de standard pour qu'ils se causent. Alors ça fait les beaux jours d'un certain nombre de nos adhérents qui doivent développer pas des logiciels, mais en tout cas des protocoles pour faire en sorte que ces différents systèmes soient interfaçables, interopérables, etc. Mais en tout cas, c'est un vrai frein au développement et à la diffusion de ces technologies numériques parce que justement, à chaque fois, on est obligé de faire du sur-mesure puisque quand vous allez acheter une machine chez tel fournisseur, des équipements électriques, électroniques ou électronumériques chez tel autre et qu'en parallèle, il y a un vendeur de soft qui vous a vendu un logiciel, et tout ça, il faut faire en sorte que ça puisse se parler et que la data en fait, qui est portée par un élément, ça peut être une vis, un boulon, soit reconnue dans les différents systèmes de la même manière. Et donc ça, il y a un gros travail actuellement conduit en France et plus largement dans le monde, c'est tout ce qui est architecture numérique de référence et Asset Administration Shell pour ceux à qui ça cause. L'autre axe, donc là je suis sur le carré supérieur gauche, si je me mets comme vous. Donc on va être sur comment est-ce qu'on va essayer de créer de la valeur avec les datas. Je vous parle des datas depuis tout à l'heure. L'idée, c'est de faire en sorte que toutes ces données qui sont issues soit de la production des produits, soit de leur utilisation une fois qu'ils sont utilisés, comment est-ce que en fait, je vais pouvoir essayer de créer de nouveaux revenus en utilisant les différents flots de données dont je vais disposer. On parlait tout à l'heure de développer de nouveaux horizons. Là, c'est ce que je vous disais, tout ce qui est lié au marketing, à la vente digitale, échange de données avec les tiers. Donc là, on va vraiment être sur tout ce qui est mise en réseau des différents acteurs et puis surtout tout ce qui est développement de nouveaux canaux de commercialisation et en fait ouvrir le champ des possibles et faire en sorte que moi, en tant qu'industriel de 50 personnes au fin fond du Loiret, je salue les gens d'Orléans, je suis originaire de là-bas, donc il n'y a aucune moquerie dans mon propos. En plus, j'ai travaillé dans des usines, donc je vois bien comment ça se passe. Et en fait, là où avant on travaillait uniquement en région centre, par exemple, aujourd'hui on peut travailler avec le monde entier. Donc si les industriels des autres pays peuvent venir sur nos marchés, nous on peut faire pareil et puis on peut aussi aller les challenger. Ce ne sera pas forcément sur du produit qui se positionnera sur des coûts attractifs, ça sera sur des produits, encore une fois, innovants parce qu'ils intégreront des briques numériques. Et puis le dernier, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, donc c'est comment est-ce que faire en sorte que la valeur du produit, sa valeur intrinsèque augmente. Donc on n'est plus sur simplement des productions pour avoir quelque chose de physique, mais bien d'avoir des productions industrielles qui portent des services, donc qui permettent des usages, qui permettent également de développer ce qu'on appelle l'expérience client, notamment en personnalisant ces différentes productions à l'extrême. Ça, c'est un exemple. Et puis le business model dont je vous parle tout à l'heure, qui se retrouve au milieu de tout ça. Je vous parlerai tout à l'heure, encore une fois, de la personnalisation, parce que c'est vraiment un facteur déterminant dans l'industrie du futur. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est la même chose, mais expliqué de manière un petit peu plus simple, et puis avec des thèmes qui vous parleront peut-être plus. Donc encore une fois, on en parlait tout à l'heure, comment est-ce que j'optimise ma production, comment j'arrive à l'adapter aussi, puisque avant on était sur des cycles assez longs. Là aujourd'hui, on peut quasiment d'une heure à l'autre changer sa ligne de fabrication et faire en sorte que ce soit frugal. On revient sur le thème de l'économie des ressources. La commercialisation, on en a parlé, la conception également, et puis la gestion optimisée anticipative, là c'est plutôt orienté gestion de l'entreprise, et donc avec le business model, encore une fois, au milieu. Là, le slide, je suis désolé, il n'est pas très propre, en plus vous verrez rien, mais je pourrais vous donner le lien où vous retrouverez dans un délivrable. C'était simplement de dire qu'en fait, les axes de transformation digitale, ils ne sont pas uniquement sur les processus de l'entreprise.
On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Hop, pardon. Voilà, c'est cette colonne-là. Là, c'est simplement entre le rose clair et le rose foncé, c'est les différents niveaux de maturité, différents niveaux de progression, de maîtrise d'une technologie qui permettent de se positionner en fait dans une matrice de transformation digitale. Donc, on parlait d'offres, propositions de création de valeur. Donc, c'est justement, je m'appuie sur le numérique pour faire en sorte que mes produits soient davantage porteurs de valeur. Les processus internes, on en a parlé. Culture d'entreprise, là, c'est plus un mindset. C'est comment faire en sorte qu'on change la manière dont on perçoit son métier et la manière dont on crée de la valeur. Et puis, évolution du business model, encore une fois, c'est de se dire, est-ce que mon revenu, c'est uniquement sur la vente de tel ou tel produit, ou est-ce que c'est lié à l'utilisation intelligente que je ferai de la data, que les gens produiront une fois que je leur aurai vendu mon produit. Donc l'intégration numérique, il y a beaucoup de redites, mais c'est pour qu'on ait bien tout ça en tête. Le fait de pouvoir, encore une fois, sur tout le cycle de vie d'une production industrielle, optimiser la conception, la modélisation, la production. La même chose en gestion administrative pour tout ce qui est achat, stock, etc. La logistique, la production, le contrôle qualité. L'IA, par exemple, aide beaucoup sur le contrôle qualité. Et puis tout ce qui est, on va dire, aval, donc la relation client, le SAV, et puis le marketing, la prospection et la vente. Donc avec des pôles, et c'est là où on voit qu'on est vraiment interconnecté à son écosystème, puisque bien qu'étant fabricant de produits industriels, porteurs de services, du coup, on retrouve une proximité avec ses clients et on développe des liens beaucoup plus forts avec ses fournisseurs, ses prestataires, ses partenaires, qui ne sont plus uniquement des sous-traitants. Ça va jusqu'ici ? Quelques exemples. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de la tarte à la crème du pneu Michelin qui est vendu non plus en tant que pneu, mais pour servir un certain nombre d'atterrissages. Ça, c'est quelques exemples que vous pouvez trouver. Liberair, c'est un fabricant d'engins de chantier où justement, ils ont pu proposer des services supplémentaires pour non plus simplement vendre du matériel de BTP, mais aider à la gestion d'un parc via notamment des dispositifs GPS qui permettaient de localiser en temps réel les différents engins. Et donc, on passe à de la gestion de flotte et plus uniquement à la vente d'un tractopelle. Je ne rentre pas dans le détail. De toute façon, vous aurez les slides si vous voulez les voir plus en détail. De la même manière, je parlais du pneu Michelin qui est vendu au nombre de kilomètres parcourus et puis à l'unité. Rolls-Royce a fait exactement la même chose avec ses moteurs d'avion. Parce que vous savez qu'un avion, en fait, il est vendu sans les moteurs. La compagnie aérienne achète un avion d'un côté, des moteurs de l'autre. Donc, il y a deux grands fabricants de moteurs. Rolls-Royce, c'est Pratt & Whitney. Et bien là, en fait, on va pouvoir utiliser justement les technologies numériques, encore une fois, pour acheter un usage, pour acheter des heures de fonctionnement d'un moteur et plus uniquement le moteur lui-même. Tout ça est rendu possible par l'industriel Rolls-Royce qui vend ses moteurs parce que justement, il a intégré des systèmes de surveillance de ses moteurs en vol qui permettent la maintenance prédictive. On parle même parfois aujourd'hui de maintenance prescriptive qui va encore un degré plus loin. Bref, on voit qu'en utilisant, en monitorant davantage ces productions, du coup, on vend encore une fois l'usage du produit et pas le produit lui-même. Je pense que vous avez compris et je ne vais pas détailler plus. Il faut que je me dépêche puisqu'il me reste que 10 minutes. La vraie difficulté au final, pour faire en sorte que les industriels fassent cette transformation numérique, c'est de leur mettre le pied à l'étrier, entre guillemets. Donc nous, ça fait depuis plus de 6 ans qu'on travaille à expliquer ce que c'est que l'industrie du futur et puis quel est justement l'intérêt pour eux de passer à cette industrie 4.0 augmentée, on va dire. Et donc, du coup, on leur explique bien que ça doit partir d'une stratégie globale. Parce qu'à partir du moment où on raisonne sur tout le cycle de vie du produit, on est obligé de prendre un temps de pause et puis de regarder en fait exactement où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on imagine son business dans quelques années et donc du coup comment on se positionne sur ce marché-là. Et ça, c'est un élément qui est souvent oublié puisque généralement, quand on veut accompagner les industriels à se transformer, c'est plutôt sur les petits qu'il faut convaincre, même si encore une fois la pandémie a bien aidé puisqu'elle a permis de faire remonter de manière extrêmement forte ces problématiques-là. L'idée, c'est de leur dire, c'est pas de leur dire justement, je viens vous vendre un robot pour optimiser vos processus de fabrication. L'idée, c'est de dire, bon, ok, quel est votre problème ? Comment est-ce que vous voulez créer de la valeur ? Est-ce que vraiment vous voulez
essayer de gagner quelques pourcents sur vos coûts de fabrication. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui, demain, va vous permettre d'avoir une structure pérenne? Pas forcément. Ça va peut-être être justement en rajoutant des produits, en rajoutant des services, par exemple, sur ce produit-là. Donc, il faut avoir une stratégie globale pour pouvoir justement bien intégrer toute la problématique. Et là où, à l'origine, on vous aura vendu un Kobo ou un robot, peut-être qu'au final, une imprimante 3D ou même sous-traiter cette partie-là qui, au final, ne vous rapportera pas d'argent et vous permettra de vous concentrer sur d'autres choses, ce sera peut-être ça la bonne solution. Sans oublier ce qu'on disait tout à l'heure, la culture d'entreprise et surtout l'organisation, les compétences, ça c'est extrêmement important, puisque quand on transforme un outil de production ou une entreprise, si les personnes qui sont censées utiliser ces technologies-là ne sont pas embarquées et se sont pas appropriées, ça ne fonctionnera pas. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une vision 360 degrés, de coordonner tout ça et puis d'essayer de fonctionner autant que possible en mode agile et puis surtout de bien insister sur la conduite du changement parce que ce n'est pas en imposant des choses qui ont été faites en chambre aux gens qui sont censés les appliquer que ça fonctionnera. Et donc du coup, l'intérêt, alors c'est la petite page de pub, c'est bien sûr de se faire accompagner par des professionnels de la transformation digitale et pas uniquement de technologies providers qui, eux, sont là pour vous vendre leur technologie. Donc, il faut essayer d'avoir, encore une fois, ce pas de recul. Donc, c'est là où les acteurs du numérique dont je vous parlais tout à l'heure entrent en jeu. Et ils sont complémentaires puisque vous allez retrouver donc, les ESN, qui sont les entreprises de services du numérique, qui vont vous aider justement sur ces aspects conseil, architecture, intégration, etc., etc. Sur les parties conception dont on a beaucoup parlé, vu que c'est de la R&D externalisée, celles de conseil en technologie vont pouvoir justement vous aider à choisir quels sont les meilleurs technos et les meilleurs méthodos à mettre en place pour optimiser encore une fois vos travaux. Et puis les éditeurs logiciels, ça c'est un des offreurs de solutions, mais comme sont les vendeurs de robots, les vendeurs d'équipements, où là on va être sur toute la partie soft pour encore une fois faire tourner l'appareil de production et ou l'entreprise qui la gère. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différentes étapes puisqu'elles sont assez fastidieuses, mais ça reprend ni plus ni moins que ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'avant de se jeter sur l'achat de telle techno parce que c'est la dernière techno à la mode, tiens, tout le monde part d'IA, je vais mettre de l'IA dans ma boîte. Ouais, mais pour faire quoi ? À quoi ça va vous servir l'intelligence artificielle ? Sur quel aspect vous allez appuyer pour justement faire en sorte que ces algorithmes vous apportent des choses ? Donc, encore une fois, développer une vision, faire en sorte que cette transformation de votre appareil de production et de vos modalités de gestion s'inscrive vraiment dans une feuille stratégique que vous aurez définie. Et c'est là où se faire accompagner, c'est pas mal, parce qu'on n'est pas tous des experts en stratégie d'entreprise, bien au contraire. Et donc, du coup, d'avoir un regard extérieur, ça permet de prendre un pas de recul, c'est extrêmement important. Ça, c'est la phase par laquelle, généralement, les gens commencent. Donc, essayer de voir d'où on part, maintenant qu'on a fixé son but et son horizon, et on connaît son point de départ, c'est d'essayer de tracer, j'ai envie de dire, la route entre le point de départ et là où on veut aller. Alors, ce n'est pas forcément une route droite, bien au contraire. Mais bon, le plus intéressant, généralement, c'est le voyage et pas la destination. Donc là, on va essayer d'analyser, voir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, quels sont les besoins réels auxquels on veut répondre. Et donc, c'est là où on va essayer de voir quelle est toute la panoplie des technologies numériques qui pourront m'aider. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en fait partir directement là, puisque si vous dites tiens, moi je veux faire de la réalité virtuelle augmentée parce que ça fera plaisir à mes collaborateurs et aux gens qui sont sur les labos ou sur les chaînes de production, ils auront une tablette, un casque, ce sera vachement bien. Oui, mais enfin, encore une fois, pour faire quoi ? Donc là, on vous a dressé, alors c'est pas exhaustif, mais un certain nombre d'outils liés au numérique qui peuvent justement servir à cette transformation. Et en fonction des enjeux qu'on aura identifiés, rappelez-vous les 4 grands secteurs industriels, on retrouve quand même des enjeux, même s'ils diffèrent d'une entreprise à l'autre, à partir du moment où ils sont dans un des sous-secteurs, on va retrouver des problématiques à peu près similaires. Mais en fait, en fonction du secteur, certains vont pouvoir plutôt axer sur tout ce qui est robot autonome, par exemple, s'il y a beaucoup de logistique intra-site. D'autres vont plutôt, encore une fois, s'orienter sur l'intelligence artificielle si, par exemple, ils veulent développer leur contrôle de production, là où, en fait, avant, on fonctionnait
par prélèvement et test destructif, on peut aujourd'hui, avec notamment de la reconnaissance visuelle, analyser en continu et en flux tendu la production. Donc ça permet d'avoir des niveaux de qualité qui sont meilleurs, moins de déchets, etc., etc. Valorisation de la data, on en a beaucoup parlé. Bref, il y a tout un tas de technos qui sont mobilisables. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la richesse de cette transformation digitale, c'est que le champ des possibles est extraordinaire. Bien sûr, toutes ces technos ne se valent pas en termes de maturité, hein. Certaines sont déjà largement répandues, quand d'autres sont encore au stade de développement. Capteur IoT, on en a parlé, hein, puisque faut bien commencer quelque part. Et puis, si on veut travailler avec de la donnée, faut avoir de la donnée. Mais pourquoi on veut la donnée? Quelles données on veut? Pourquoi en faire? Et c'est là où on va commencer à travailler sur le big data et puis surtout sur l'intelligence artificielle pour ensuite essayer de reverser tout ça dans les différents équipements et faire en sorte que ça s'optimise. La troisième étape, c'est structurer son projet. Une fois qu'on a son point d'arrivée, son point de départ, encore une fois, on trace la feuille de route. Et là, l'idée, c'est d'essayer de créer sa feuille de projet, puis de voir comment est-ce que tout ça va se mettre en œuvre. Et le déploiement, alors ça, c'est un vrai souci, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui, notamment sur les objets connectés, vont faire des POC. Vous savez ce que c'est des POC, hein, les preuves de concept, pour tester en fait une techno sur le terrain. On voit que ça marche, super, et puis au moment où on leur dit, bon, maintenant on déploie sur toute l'usine, le mec, il dit, oh là là là, non, moi je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas les fonds, parce que ça va trop bouleverser mon organisation, puis surtout, je vois pas ce que ça va me rapporter. Et c'est là où, en fait, nous, on explique que pour passer à cette étape de déploiement, donc de concrétisation de cette transformation digitale de l'industrie, en fait, on a besoin aussi de faire ce qu'on appelle des POV, des Proof of Value, qui permettent de démontrer la valeur qui est ajoutée à travers l'intégration de ces différentes technos dans les process industriels. Et puis, dernier point qu'on oublie aussi, malheureusement, assez souvent, c'est une fois que c'est terminé, en fait, c'est jamais terminé. C'est-à-dire que lorsque vous avez travaillé, généralement, on déconseille de révolutionner toute son usine d'un seul coup. Il faut fonctionner par petites touches, par étapes. Ça permet, en plus, si on se plante, que ça coûte moins cher. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a commencé sur, par exemple, une machine. On a vu que ça fonctionnait, retour d'expérience, on capitalise, et on va étendre à toute la chaîne de production. Et puis si ça fonctionne, on va étendre à toute l'usine. Et puis si ça fonctionne, on va étendre aux différentes unités qui vont être disséminées à travers le monde si vous êtes un gros groupe industriel. Donc cette étape-là est extrêmement importante parce que justement, ça permet d'aller plus loin, sachant que la transformation, en fait, transformation digitale en tout cas, c'est un cercle sans fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, on revient au point de départ et on refait une passe pour, encore une fois, aller plus loin et pouvoir utiliser au maximum les potentialités qui sont offertes et proposées par ces technos numériques pour l'industrie. Donc les gains attendus, là, je vous en ai mis quelques-uns. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure quand je vous parlais d'extrême personnalisation. Ça, c'est un chiffre qui m'a marqué. Alors, c'est des citations qui datent un peu, mais elles sont toujours vraies. C'est ça qui m'avait marqué, c'est qu'avant, dans une voiture, on avait une vingtaine de variables. Aujourd'hui, on en a des milliers. Il y a un constructeur industriel automobile qui me disait qu'aujourd'hui, sur une chaîne de production qui sortait 2000 véhicules par jour, s'ils en avaient 2 à 5 identiques, ils étaient contents. Parce qu'il y a tellement d'options différentes que, justement, il est assez peu probable que sur les 2000, on retrouve 2 fois exactement les mêmes configurations. Et donc, vous imaginez, produire une voiture en série, 2000 voitures par jour, avec des portefeuilles d'options aussi divers que variés, en fait, ça s'est rendu possible justement par les technos numériques, parce qu'avant, on en était complètement incapable. Je parle d'automobile, mais on pourrait décliner à l'envi sur d'autres productions industrielles. Ça, c'est simplement aussi pour vous montrer que on peut quand même réussir à avoir des gains sur des coûts de fabrication, heureusement, puisque c'est de là que ça part souvent. Mais si on élargit encore une fois l'intégration de cette transformation digitale sur les autres points de création de valeur, donc en amont et en aval, on voit en fait que typiquement en développant de l'IA, on peut travailler aussi sur sa trésorerie.
Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre, pardon. Et donc, une entreprise industrielle qui a des niveaux de qualité extraordinaires, dont les produits sont super connus, reconnus et appréciés de leurs clients. Si l'entreprise industrielle elle-même est mal gérée, elle peut se planter alors qu'elle a une super offre. Et donc, des solutions numériques vont pouvoir aussi aider l'entreprise industrielle elle-même pour optimiser ses process de gestion. C'est par exemple ce qu'on entend à travers ce qu'on peut faire à travers l'IA, mais pas que. Donc en conclusion, si j'ai un message à vous que je voudrais que vous retienne, c'est vraiment l'idée de pouvoir intégrer, encore une fois, tout au long du cycle de vie, ces différents éléments qui tournent très fortement, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, autour de la data. Donc que ce soit au niveau de la création, donc là on a appelé ça idéation, mais c'est la même chose. Comment est-ce que je vais définir mon produit en fait à travers ce que j'ai senti du marché et la manière dont je me positionne et les besoins auxquels je veux répondre, donc analyse de besoins. Je vais m'appuyer sur les outils numériques pour concevoir, maquette numérique, BIM dans le bâtiment. Donc comment faire en sorte que cette conception assistée par ordinateur, telle qu'on l'appelait avant, en fait se développe, et puis surtout comment ça crée de la data qui va m'aider après, notamment par exemple à travers les jumeaux numériques. Aujourd'hui, la plupart des productions industrielles, alors je parle de grosses productions industrielles, hein, des navettes chez Naval Group par exemple, ou des choses comme ça, elles ont une production physique et puis elles ont leur jumeau numérique qui est le même produit mais totalement virtuel et qui permet en fait de comparer avec différents modèles la différence qui peut exister entre la réalité, donc la manière dont se comporte le produit en milieu réel et les modèles qu'on avait pu faire. Donc en fait ça peut se faire dès la conception puisque justement le jumeau numérique peut aider à ça. L'industrialisation, on en a parlé, c'est comment je fais en sorte que mes productions soient fabriquées le plus rapidement, le plus efficacement, avec le moins de défauts possible. Donc industrialisation et production. Hop, pardon, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Et puis là, on retrouve la fin de la chaîne de valeur, le suivi client. Donc comment faire en sorte que justement la data qui est générée par mes productions puisse me servir à moi en tant qu'industriel pour, encore une fois, reprendre le début du cycle et puis optimiser tout ça. Donc le mot de conclusion, il est assez simple, c'est en fait le numérique, vous en avez partout dans l'industrie et pas uniquement sur les phases de fabrication telles que l'industrie 4.0 peut nous le laisser croire. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Maintenant, c'est à vous. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Est-ce que vous avez des questions? Levez la main. Bonjour, merci pour la présentation, très intéressant, complet d'ailleurs. Tout à l'heure, vous avez parlé d'adaptation à la réalité et au risque d'une entreprise à ne pas se transformer et transformer son modèle économique. Hein. Et ma question, c'est est-ce que l'industrie du futur est-elle viable dans le temps? Et ma seconde question, c'est est-ce qu'elle pourra-t-elle s'adapter au risque multifactoriel du dérèglement climatique? Alors, elle est viable dans le temps, on espère, puisque en fait, c'est pour nous le futur de l'industrie. Hein, c'est vraiment la matérialisation de cette quatrième révolution industrielle. C'est ce qu'on appelle l'industrie du futur. Alors, on peut ergoter sur le nom, mais bon, en France, on aime bien avoir des concepts qui soient très franco-français. Elle est viable et surtout, elle est tenable ou responsable, puisque c'est un des axes justement qu'on pousse énormément. Nous, c'est comment faire en sorte que l'industrie se décarbone, puisque c'est un des axes privilégiés par les pouvoirs publics, qu'ils soient français ou européens. Et bien, en fait, la décarbonation, elle pourra passer que par justement l'industrie du futur. Donc en fait, il n'y aura pas de décarbonation d'industrie sans industrie du futur, parce que justement, encore une fois, les technologies numériques vont permettre d'optimiser les consommations de ressources, vont faire en sorte que on mettra moins de matière. Par exemple, une impression 3D, on n'enlève pas de matière, on met juste ce qu'il faut. Ça permet de faire des pièces aussi qui étaient complètement inimaginables avant. Donc oui, c'est tenable et c'est même, entre guillemets, le passage obligé. En tout cas, c'est la manière dont ça nous est présenté comme ça. Parce que si on ne se transforme pas et si on ne fait pas ce saut technologique, si on ne fait pas cette révolution, on n'arrivera pas en fait à suivre le mouvement que d'autres ont initié. Hein, c'est la fameuse différence entre la disruption et la révolution. La révolution, c'est quand le cadre d'exercice n'est plus tenable, on est obligé de tout changer de manière extrêmement soudaine, voire violente. Quand la disruption, c'est on est dans un cadre qui est tenable. Par contre, pour se démarquer, on va casser les codes, on va changer les business models, on va complètement changer d'approche pour pouvoir, encore une fois, se démarquer, se différencier
et continuer à travailler là où les autres vont se battre sur des variables qui sont communes. Encore une fois, le coût, mais ça peut être par exemple le temps d'approvisionnement, des choses comme ça. Enfin, qui aurait imaginé il y a quelques années qu'en 3 clics sur Internet, on se fasse livrer son produit 24 heures après chez soi. Donc c'est un des exemples. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Du coup, il y aura toujours une dépendance aux énergies fossiles. Alors ça, j'ai pas de boule de cristal. Certains prétendent qu'à horizon 2050, on pourra avoir le même niveau de production énergétique sans carbone. Je suis pas un expert de ça, mais quand on raisonne en fait production énergétique, Bon, il n'y aura pas de neutralité carbone, évidemment. malheureusement, on oublie souvent la consommation énergétique, puisqu'en fait, l'énergie, il y a ce qu'on produit, comment on le produit, est-ce que c'est polluant ou pas, mais comment on le consomme aussi. Et en fait, la première source d'énergie, c'est les économies, c'est l'énergie qu'on ne va pas dépenser. Ouais. Et ça, typiquement, c'est des choses sur lesquelles on peut agir à travers des processus de transformation. Donc l'industrie du futur peut viser à la sobriété d'une certaine manière. C'est un des axes fondamentaux que nous, on pousse. Alors, je ne vous l'ai pas mis là, mais je vais vous montrer quand même. On a créé avec l'Alliance Industrie du Futur, dont Numéum est un des piliers, les deux autres syndicats piliers de cette initiative, c'est le GIMELEC, donc c'est tout ce qui est équipement électrique, électrotechnique, et le CIMOP, fournisseur de machines, d'outils, de robots, etc., etc. En fait, on s'est alliés tous les trois pour pouvoir justement proposer des solutions de bout en bout, et donc faire en sorte qu'on ait des solutions optimisées. Et l'axe, en fait, puisque c'est la 19e filière qui a été créée en avril dernier, on a signé notre contrat de filière au mois de septembre. L'idée, c'est de servir la transformation des 18 autres filières, donc qui sont très verticales, en leur proposant justement des offres intégrées. Ouais, merci en tout cas pour votre Je réponse. vous en prie. Et donc, du coup, on va pouvoir optimiser les consommations parce que, justement, on a intégré dès le départ les équipements, les machines de production et le soft qui va avec. Une dernière question pour finir la causerie. Je vais regarder si on a des questions en live. Non, c'est bon, si on va pouvoir conclure dans ces cas. Ah, peut-être une petite question par ici. Donc en attendant que la dernière question arrive, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis mes coordonnées, mon mail, mon téléphone. Je me ferai un plaisir de répondre aux questions qui vous viendraient peut-être après. Bonsoir. En fait, merci déjà pour le discours et les thématiques que vous avez énumérées et tout. En fait, ma question, en fait, c'était, vous avez fait la différence justement entre l'industrie 4.0 et l'industrie du futur, ce qui m'a beaucoup édifié justement, en faisant comprendre justement que l'industrie 4.0 est beaucoup plus focalisée sur la production, contrairement à l'industrie du futur qui est beaucoup plus large. Et ce qui est justement parce que c'est beaucoup plus large, elle demande beaucoup plus d'interaction, c'est-à-dire elle met en exergue la connexion entre l'humain et la machine et tout. Et par conséquent, justement, ça demande une plus grande bande passante. Parce que justement, en réalité, là maintenant, on met en facteur justement le point essentiel qui entre en jeu, qui est la 5G, qui est justement un des points primordial de l'industrie du futur. Et justement, on s'en rend compte justement que la 5G, avec sa bande passante plus grande, a des répercussions négatives justement sur le corps humain. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez énuméré, vous avez juste parlé en fait des avantages de l'industrie du futur, mais pas les répercussions négatives en fait. Et justement, avec la 5G, qui est justement l'élément essentiel qui va justement propulser l'industrie du futur. Or, on sait que justement la 5G a une répercussion négative sur le corps humain. Et justement, par rapport justement à cette répercussion négative, qu'est-ce qu'en réalité vous avez mis en place pour justement contrecarrer cela en fait? Parce qu'avec des répercussions que ça peut amener, c'est-à-dire des cancers, des maladies cérébraux et tout. Compris. Alors, Donc, juste l'idée que la 5G est négative pour ce corps humain est totalement fausse. L'ANSES a sorti 2 rapports l'année dernière, il y a 2 ans. Pourquoi 2 rapports? Parce que le deuxième, ils avaient besoin d'étudier les effets de certaines longueurs d'onde qui n'étaient pas étudiées dans le premier. Et en fait, l'innocuité pour la santé humaine a été complètement démontrée sur la 5G. En plus, la 5G, ce n'est pas uniquement
c'est pas la pièce maîtresse, c'est pas ce qui va révolutionner l'industrie. Les cas d'application de la 5G via des réseaux privés sont effectivement particulièrement nombreux et intéressants dans l'industrie du futur, parce que typiquement, si on a une usine qui fait plusieurs hectares et qu'on doit connecter toutes les machines, plutôt que de tirer des kilomètres de câbles, on va les mettre en réseau à travers des réseaux 5G, encore une fois. La vraie question de la 5G, et ça par contre on ne sait pas y répondre, c'est lié à la consommation énergétique et à l'augmentation en fait, des ressources énergétiques que ça va mobiliser. Puisqu'à partir du moment où on va démultiplier justement les capteurs, les échanges d'informations, etc., la consommation liée à ces flux d'informations va augmenter. Donc en fait, la vraie problématique de la 5G, elle n'est pas du tout sur, en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui à date des études scientifiques qui sont sorties, elle n'est pas du tout liée à l'impact sur l'être humain, elle est liée plutôt à l'impact sur l'environnement du fait que là où certains usages étaient, on va dire, assez peu répandus dans l'entreprise, ça va exploser. Et donc, du coup, ça va démultiplier, encore une fois, la création de data, leur transfert, leur traitement, leur stockage. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, la vraie question, c'est comment faire en sorte qu'on arrive à allier développement de, justement, cette prolifération de données et essayer de garder quelque chose qui permet, encore une fois, d'être, d'un point de vue énergétique, le plus responsable possible. Parce que la 5G elle-même, en fait, consomme moins que la 4G, etc., etc. Mais encore une fois, c'est la démultiplication du recours à ces usages qui va poser problème et pas la techno en tant que telle, puisqu'encore une fois, vis-à-vis de l'être humain, pas de danger a priori. Et en termes de consommation unitaire, elle est moindre que les autres. Par contre, là où on en avait un, on va en avoir 100, forcément, même si on gagne 10%, si on multiplie par 100, on sera au-dessus. Je ne sais pas si c'est clair. Merci beaucoup à tous donc, qui nous voyaient à travers le live et qui sont en présentiel aujourd'hui. Merci à Valentin, vous pouvez l'applaudir sur sa prestation. Vous aurez donc la possibilité de revoir cette causerie sur le replay, les causeries saisies, la playlist les causeries saisies, et vous avez eu ses coordonnées. La semaine prochaine, on vous attend pour une causerie sur l'industrie du futur et le sens du travail. Donc là, on est plus sur l'aspect humain. Nous vous attendons nombreux. N'hésitez pas à poser des questions au mail causerie au pluriel idfc@saisie.fr. Merci à tous.